Alors je vais vous proposer, on va commencer par Karine, de vous présenter avant d'aborder chacun vos perspectives sur le secteur de l'usine du futur et sur votre vision de l'usine du futur. Peut-être que vous pouvez plus nous en dire davantage sur votre fonction aujourd'hui et votre rôle en France, dans le plan également. Quelles sont les priorités et les 6 priorités que vous avez identifiées pour pouvoir disposer d'une politique ambitieuse? Ah. Les micros, s'il vous plaît. Merci. Merci Philippe. Oui, donc peut-être quelques mots d'introduction déjà sur le rôle du CEA et nos activités dans ce contexte usine du futur. Le lien entre l'acronyme CEA et usine du futur peut ne pas paraître évident, évidemment pour tous. Donc l'institut que je dirige se place au sein du pôle du CEA dédié à la recherche technologique. Et l'Institut CEALIST précisément est donc dédié à la recherche sur les systèmes numériques complexes et leur intégration dans différents types de matériel. Donc nous avons, comme l'ensemble de la recherche technologique au CEA, la mission de développer des technologies innovantes avec pour objectif de les transférer dans l'industrie et pour contribuer à la compétitivité de l'industrie, donc au travers de l'innovation. Et donc à ce titre, nous avons donc plus d'une centaine de partenaires industriels qui nous font confiance et avec lesquels nous travaillons donc directement à l'intégration donc de ces nouvelles technologies dans des produits, dans des services nouveaux ou amélioration de ce qui existe. Voilà. Et donc compte tenu de notre thématique, évidemment, on ne pouvait ignorer le sujet usine du futur, d'autant plus que c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis fort longtemps. Initialement, et probablement quelques dizaines d'années, on a beaucoup travaillé sur les problématiques de manufacturing pour l'industrie de l'énergie, et notamment pour l'industrie nucléaire. Et puis depuis plus récemment, on va dire une quinzaine d'années, beaucoup de thématiques nous ont paru extrêmement intéressantes et pertinentes par rapport à nos axes de recherche, que ce soit dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, oil and gas ou d'autres industries diverses. Donc thématiquement, on va dire, le CEALIST travaille depuis longtemps sur des sujets liés à la robotique, donc cobotique, sur le contrôle non destructif des matériaux et des structures, sur tout ce qui va être modélisation et simulation, notamment de ces contrôles et de la robotique associée, et puis sur des sujets liés à la vision et à l'image. C'est combien de personnes qui travaillent autour de ces projets, pour quel budget environ? Donc aujourd'hui, le CEALIST, c'est 720 chercheurs qui travaillent, 500 permanents et puis environ 220, donc du coup 220 personnels non permanents qui viennent conforter les efforts de recherche. Voilà. Donc effectivement, c'est relativement conséquent et je pense que nous avons la chance de pouvoir être ancrés dans ce paysage qui nous a été décrit au travers des différentes présentations de ce matin, à la fois au niveau régional, avec le rôle extrêmement important du pôle systématique pour travailler sur la diffusion et l'amplification de l'utilisation des technologies du numérique dans l'usine du futur, et le lancement d'un nouveau groupe de travail que je voudrais donc souligner parce qu'il est important, je pense, pour notre communauté, qui doit continuer à développer des projets alors qui existent ou qui ont déjà existé depuis certains temps dans Systématique également, mais qui doit amplifier cet effort-là. Au niveau national, puisque nous avons également eu la chance d'être impliqués dans le plan de la Nouvelle France industrielle, dont il a été fait mention tout à l'heure, ce qui nous a permis également de créer un lien entre ces différentes entités et de bien représenter certaines forces de recherche dans ce système. Et puis au niveau européen, puisque Željko faisait mention effectivement de notre implication dans l'EFRA, où nous sommes très heureux de pouvoir accompagner nos partenaires industriels également et de faire connaître ces différents organismes. Donc d'un point de vue thématique, quand on fait le tour de toutes ces dimensions, on s'aperçoit que finalement il y a quand même une très forte résonance autour alors ce que j'ai découpé en 6 axes, alors parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais ils ont 6 grands axes technologiques de développement qui sous-tendent cette usine du futur, qui, comme cela a déjà été présenté tout à l'heure, a des spécificités ou des besoins un petit peu particuliers de par de l'évolution de la nature de ce qui est produit en des séries toujours plus petites,
toujours plus personnalisée, avec la capacité de connecter l'usine au reste de l'entreprise et au reste de ses fonctions. Et donc ces 6 thématiques, on va dire, on les retrouve sous forme de la nécessité pour l'usine d'être de plus en plus numérique, et donc de savoir intégrer cette approche système, donc qui a déjà été mentionnée tout à l'heure, mais notamment conception de ces systèmes, et donc tous les outils logiciels associés, qui aujourd'hui se sont énormément développés dans d'autres domaines industriels et qui peuvent encore largement continuer à se développer dans le domaine de l'usine du futur, qui vont être essentiels. Donc premier axe, usine numérique. Deuxième axe, évidemment, l'usine de plus en plus connectée. C'est l'importance de l'Internet des objets pour faire parler entre elles un certain nombre de machines, connaître leurs besoins en termes de maintenance, par exemple, à l'avance, connecter l'opérateur avec des données sur ses machines, les de son environnement, etc. Deuxième axe, usine connectée. Troisième axe, tout ce qui va être agilité, reconfigurabilité de l'usine. On a vu que c'était extrêmement important pour pouvoir gérer justement ces productions en toute petite série. Et là, dans cet univers-là, on trouve à nouveau l'importance de connecter l'univers numérique à l'univers physique. C'est tout ce qui va être système dit cyberphysique, qui savent intégrer des données continues du monde réel avec des systèmes logiciels, des systèmes d'information qui vont pouvoir garantir un pilotage, une supervision des machines. Traitement des données, donc évidemment, à nouveau Internet des objets, très important dans cette thématique-là. L'usine devient donc... l'usine doit également comporter évidemment un axe de préservation de son environnement écologique, énergétique, donc qui reste important, quatrième axe, et du coup va pouvoir se rapprocher des centres de vie et se rapprocher de l'homme. Au début des années 2000, toute cette vision usine du futur, eh bien, elle est partie, ou du moins c'est ce que ma vision des choses, elle est partie d'une réflexion européenne, elle est partie de ManuFuture, plateforme technologique européenne, qui est devenue EFRA. Et c'est dans ce lieu que se sont retrouvés les Européens pour réfléchir à ce que pourrait être demain, sur notre vieux continent, sur nos vieux pays, la possibilité de continuer à concevoir, produire et commercialiser les produits industriels, donc au niveau de l'échelle mondiale, puisque maintenant tout est mondialisé. Et cette question, donc pour nous, CETIM, bien entendu, elle est très importante, puisque le CETIM est le Centre technique des industries mécaniques, donc fort de 700 personnes, sous la double tutelle de l'État, M. Galezo, et la Fédération des industries mécaniques, donc mon voisin, Jean Tourneau. Donc, sous cette double tutelle, eh bien, le CETIM s'est employé effectivement, comme l'a dit le précédent orateur, à faire en sorte que le manufacturing devienne un vrai sujet au niveau européen et qu'on bascule des sujets extrêmement recherche vers des sujets qui vont plus vers la recherche appliquée et vers la mise en œuvre. Et c'est dans cet esprit que s'est créé l'EFRA, donc ce partenariat public-privé dont le CETIM est bien sûr membre et actif, parce que ça correspond effectivement à ce renouveau industriel que nous appelons. Donc, par rapport à cette préoccupation donc, de concevoir et produire des produits dans notre vieille Europe, je pense que, et là je vais un petit peu reprendre des choses qu'on a vues précédemment, les bases de la réflexion, c'était constater que nous avons un monde dans lequel les produits doivent être de plus en plus individualisés et de plus en plus associés le produit et le service. Et ceci dans un contexte européen où les clients vieillissent, donc une offre de service qui est par là augmentée. Deuxièmement, c'est le fait que nous sommes dans un monde Internet, donc tout doit être réactif. La réactivité devient une imposition absolue qui rime bien sûr avec flexibilité. Troisième point, c'est le fait que nous avons pris conscience que nous sommes dans un monde fini. Les ressources ne sont pas infinies sur notre planète, donc nécessaire sobriété des ressources. Passer du gaspillage au recyclage. Et enfin, nous avons une très forte notion sur l'humain. L'humain, parce que effectivement, le personnel industriel vieillit, donc nous devons adapter l'usine au vieillissement des opérateurs, et surtout parce que nous devons également être, je dirais, beaucoup plus intégrés entre l'usine et la société.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater, enfin, en tout cas, il me le semble, que la version allemande de Factory of the Future, qui est Industrie 4.0, insiste moins sur l'aspect humain que la partie française. Et quand on regarde la démarche qui a été faite par FIV au niveau de sa réflexion sur l'usine du futur, la part qui est faite à l'humain est extrêmement importante. Parce que, effectivement, nous avons, en France particulièrement, cette obligation de réconcilier l'usine et la société. Et ceci demandera un effort important et qui va impliquer depuis, effectivement, le gouvernement, les corps constitués et les usines et la société dans son ensemble, pour que cette réconciliation se fasse, que l'usine soit dans la ville et qu'effectivement on refasse un pacte social qui nous permette la réindustrialisation. Le milieu scientifique est un milieu où on est à la fois à la pointe dans certains domaines et dans d'autres domaines, surtout les aspects sociétaux, pas forcément à la pointe. Donc nous avions lancé à l'ANR en 2011 un atelier de réflexion prospective qui s'appelle FutureProd, enfin le rapport s'appelle FutureProd, qui a donné lieu aux conclusions vers début 2012, 2012-2013, et ça a été conduit par Daniel Brissot et Yannick Frein, donc moi je ne suis pas du tout le directeur de FutureProd, qui sont à Grenoble. Ce qui nous avait surpris, moi je suis physicien de formation, c'était que la réponse, quand on voit ce qui a été dit autour de la table, est clairement évidente, n'était pas uniquement technologique. Il y avait les dimensions humaines, il y avait les dimensions organisationnelles, toutes les méthodes de recherche sur la production, les nouveaux systèmes de production, les robots, la cobotique, et c'était des choses qui étaient un peu absentes au niveau du financement de la recherche. Donc ce n'était pas absent dans les écoles, ce n'était pas absent dans les IUT, mais en termes de soutien, si on regarde les grandes masses sur la recherche sur les matériaux, recherche sur la chimie, c'était mal identifié, et cela nous a permis, dès le plan d'action 2013 de l'ANR, d'intégrer dans le défi qui s'appelle « Stimuler le renouveau industriel », un axe fort sur le travail et sur les systèmes de production. Comment vous travaillez avec vos membres et les acteurs de votre écosystème ? Oui, donc technologie, machine de production. Peut-être juste avant de répondre directement à votre question, un mini retour en arrière. Il se trouve qu'on a fait avec la DGE une étude sur l'état de l'outil de production en France, avec le Gimelec aussi d'ailleurs. C'était mentionné tout à l'heure, on a beaucoup de retard, notamment pour les PME. Et à cette occasion-là, on a essayé de mettre un peu sur la table une vision non pas de l'usine du futur, mais on va dire plus un petit peu de l'atelier. Donc en essayant de faire une rosace des technologies, puisque là on parle de l'offre, hein. Donc en se mettant à la place d'un industriel dans une PME qui va regarder un petit peu comment les choses avancent pour lui. Donc en fait son premier domaine évidemment ça va être la virtualisation, hein, ça c'est bien clair. Et puis ces deuxième domaine, ça va toucher tout ce qui concerne la flexibilité de son outil de production, donc le suivi des flux. Donc il y a des mécanismes qui ont déjà existé là dans ces domaines. Peut-être le troisième domaine qui va l'intéresser dans son offre, hein, on a appelé ça la rosace, hein, c'est tout ce qui concerne la traçabilité de ces produits. Donc troisième grand domaine. Quatrième grand domaine, tout ce qui concerne la fabrication. Donc hier on parlait de technique d'usinage, maintenant on veut passer aux machines intelligentes. On parlait de centre transfert, maintenant on parle de la fabrication additive. Donc beaucoup de choses qui se passent dans la fabrication en tant que telle. Pour la partie maintenance, un autre domaine de la rosace, on parlait de la maintenance de base, finalement maintenant on parle de télémaintenance. Et avec tout ça, on doit parler aussi des objets connectés, du big data, du cloud. Bref, tout ça pour dire que d'un point de vue d'un industriel, il a face à lui cette rosace de technologie qui évolue. Et pour lui, l'usine du futur, ça consiste à combiner tout ça. Et évidemment, il a la dernière dimension qui a déjà été mentionnée, c'est toute l'organisation du travail. Donc, je ne vais pas parler ici de tout ce qui se fait d'un point de vue techno. Ça, c'est les pôles de compétitivité, les centres de recherche, les IRT qui ont ça. Mais peut-être ce qui va être important, notamment pour rendre les choses plus lisibles
vis-à-vis de nos PME, ça c'est la dimension demande, mais aussi il y a une dimension d'offre. Hein. On a constaté dans notre étude qu'il n'y a pas d'industrie forte sans offre forte. Donc il faut aussi qu'on attaque cette dimension, mais chacun le sait dans la salle évidemment, que l'offre, c'est absolument essentiel. Alors, face à toutes les initiatives qui sont prises, peut-être qu'on peut insister sur quelques points, assurer un meilleur dialogue entre toutes les initiatives qui sont prises sur le territoire français. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est sans doute une nécessité parce que l'écosystème est extrêmement productif, on va dire, aujourd'hui. Hein. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises dans tous les domaines. Peut-être qu'il faut faire en sorte d'assurer une meilleure convergence de cela. Peut-être aussi focaliser la ressource. Michel Dansette nous parlera tout à l'heure dans le cadre du plan 34 usines du futur des 5 ou 6 thématiques qui sont retenues sur l'offre dans ce plan. Donc, les thématiques sont définies, donc il s'agit aussi de faire en sorte que finalement, puisque dans le cadre de ce plan, des industriels, des centres de recherche, ça a été mentionné par Karine aussi tout à l'heure, ont travaillé à faire émerger ces thématiques, donc il faudrait faire en sorte de vraiment focaliser sur les dites thématiques. Hein. Donc c'est la robotique, la fabrication additive, le contrôle non destructif et autres. On y reviendra tout au long de la journée. Pardon ? On reviendra sur les thématiques oui, non, tout au tout à long de la fait, journée, mais de toute façon. il faut vraiment, d'un point de vue de l'offre, faire en sorte qu'on focalise vraiment sur ces thématiques. Là, il faut vraiment qu'on imagine quelque chose et qu'on se mette en ordre de bataille. Le mot ordre de bataille n'est pas accidentel. Si vous regardez les implications des chercheurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait vraiment une bataille en cours, personne ne s'est posé des problèmes, recherche fondamentale, pas recherche fondamentale, il fallait y aller, ils y sont allés, avec plein d'effets par la suite. Une anecdote qui est claire, c'est que vous avez des prix Nobel de radioastronomie qui, en 1942, faisaient de la brasure métal-vert pour faire des radars embarqués. Donc, il n'y a pas de recherche qui est noble, pas noble, il n'y a pas de recherche amont, aval, ce que vous voulez. Il y a un défi intellectuel auquel il faut qu'on fasse face. D'accord, merci beaucoup. Un autre mot de conclusion ? Oui, si, juste peut-être un petit mot de conclusion. La Fédération des industries mécaniques a pris l'initiative pour les entreprises qui relèvent du secteur de la mécanique, mais même les autres, hein, notamment vis-à-vis des PME, de faire un référentiel usine du futur, hein, parce qu'il s'agit là de démystifier et non pas de rendre vulgaire, mais de vulgariser un peu le concept vis-à-vis des PME, qui sont la cible essentielle sur laquelle on doit travailler. Hein. En Europe, passer de 16 à 20% de la part de l'industrie dans le PIB, ça ne se fera pas qu'avec les grands groupes. Donc les PME sont au centre du jeu, ça a déjà été dit, et ce référentiel va permettre à des industriels dans les PME de savoir où ils mettent un petit peu les pieds, hein, donc avec des fiches thématiques. Donc simplement, je pense que la communication aussi autour de ces thèmes est importante vis-à-vis de la cible principale qui doit investir demain. Moi, je dirais que cette fois-ci, en tant qu'institut technologique, ce moment de déploiement de l'usine du futur, c'est quelque chose de passionnant parce qu'il y a un cocktail technologique à mettre au point, une hybridation technologique tout niveau qui est absolument passionnant et qui déborde largement les compétences d'un centre isolé. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un partenariat stratégique avec le CEA sur tout le thème de l'usine du futur, parce qu'on est largement en dessous de l'exigence, seul, et que de toute façon, au niveau national, je pense que c'est bien le thème sur lequel il faut que, entre IRT, centre technique industriel, centre de recherche, centre de transfert, on trouve la façon de se complémenter, parce que le sujet est immense, la tâche est immense, et quelque part, l'industrie et la société comptent sur nous. Peut-être juste un mot d'optimisme, puisque effectivement, cette dynamique d'usine du futur que nous appelons tous de nos souhaits est maintenant bien engagée. Et pour ne prendre qu'un exemple, nous intervenant aujourd'hui lors de cette table ronde, nous ne sommes pas simplement rassemblés pour cette table ronde, mais nous avons effectivement pu, du coup, tout en venant de domaines extrêmement différents, fédération professionnelle, centre technique en ce qui concerne le CETIM ou CEA plutôt côté numérique,
Nous avons aujourd'hui de nombreux lieux où nous nous rencontrons, soit par le biais de partenariats comme celui que notait Philippe, CEA-CETIM, pour des développements technologiques spécifiques, soit par le biais justement de mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes, et à ce titre, nous discutons beaucoup avec le CIMOP, avec le GIMELEC, etc., pour nouer un certain nombre de liens. Et au-delà de ces événements qui aujourd'hui, je l'espère, vont aider à rassembler les gens, on voit que cette dynamique est déjà lancée de rassembler les acteurs et de les mettre ensemble à attaquer les différentes problématiques qui se posent et qui sont d'ordre extrêmement différent. On a parlé d'impact social, d'impact technologique, d'impact économique, d'impact écologique. Et c'est extrêmement important, mais je pense dans une dynamique aujourd'hui extrêmement positive.